diffusé. Super. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, comprendre les enjeux et développer son approche. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, on va juste prendre le temps de présenter aujourd'hui notre équipe. Alors, je m'appelle Catherine Chartier. Je suis consultante en ressources humaines. Je suis accompagnée de ma co-animatrice aujourd'hui, Judith Rouen, également Bonjour. consultante en ressources humaines. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous Justine, qui va être notre modératrice Bonjour. pour la séance d'aujourd'hui. Donc, ça va être avec Justine, si vous avez des questions, si vous inscrivez des choses dans le chat, elle va pouvoir vous répondre. Au besoin, elle va interrompre le webinaire là, pour poser des questions. Mais un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, en fait, pour nous présenter via conseil, si jamais certains d'entre vous ne nous connaissent pas, nous sommes une firme de consultation en ressources humaines, donc on accompagne toutes sortes d'organisations, autant des PME que des OBNL sur plein de sujets qui touchent les ressources humaines, pardon, notamment la rémunération globale, la mobilisation des employés. On fait de l'accompagnement et du coaching au niveau de la direction également. Et on fait de l'attraction des talents aussi avec notre entité petite sœur Alicio, qui est plus dans le marketing RH, l'accompagnement en recrutement, des stratégies d'attraction également. Donc, on est une équipe, en fait, qui souhaite avoir un impact positif sur votre monde pour que vous, après ça, vous puissiez en avoir un sur le vôtre. Alors, sans plus tarder, le contenu de notre webinaire aujourd'hui, donc l'EDI, un sujet chaud, important. On va déterminer avec vous de quoi s'agit-il exactement. On va parler également des biais cognitifs, comment ça fonctionne, comment on peut tenter de les contrer également. Par où commencer? Donc, comme organisation, pour se questionner, mettre des pratiques en place aussi. Et on va vous donner des informations, là, des ressources pour toutes sortes de sites ou de liens où vous allez pouvoir vous éduquer sur le sujet. Il y aura également une période de questions à la fin. Toutefois, je vous invite là, tout au long du webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat, dans le Q&A. Justine va pouvoir vous répondre, nous interrompre au besoin pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec Catherine, on s'est dit que c'était important d'expliquer un peu notre démarche, puis comment on l'avait conçue. En fait, les notions, les concepts d'équité, diversité, inclusion, c'est assez complexe et puis ça s'inscrit dans une réalité sociale. Et donc, on a besoin de bien les comprendre, on a besoin de comprendre la réalité sociale dans laquelle ils s'inscrivent avant de pouvoir mettre en place des pratiques. Donc, vous verrez que notre webinaire, finalement, la partie pratique concrète, c'est une partie sur les 3 parties. Parce que ce qu'on risque de faire si on ne comprend pas la réalité sociale, en fait, dans lesquelles ces concepts-là s'inscrivent, on risque de vider les pratiques de leur sens et de passer à côté de l'intention initiale. Donc, c'est vraiment important. On pourrait faire un webinaire partie 2, finalement, sur des pratiques d'équité, d'inclusion et de reconnaissance de la diversité. Mais aujourd'hui, le choix qu'on a fait, c'est vraiment d'essayer de placer un peu tout ça et de comprendre de quoi il s'agit. Puis vous verrez aussi, la deuxième chose, c'est que quand on parle d'équité, d'inclusion et de diversité, finalement, c'est un va-et-vient entre nous-mêmes, le niveau individuel, et le niveau social ou organisationnel. Donc, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est essayer de faire des liens entre ces niveaux-là et de parler de nous comme individus, parce qu'on a un rôle à jouer, et de la structure, en fait. Hein, parce que les questions d'équité, de diversité et d'inclusion, elles s'entendent, elles jouent au niveau d'une structure et en même temps dans nos propres façons à nous de penser la société et de penser nos rapports sociaux. Donc, voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui, ça allait être peut-être un peu théorique, mais on va aussi parler de choses pratiques, on n'oublie pas ça, c'est sûr. Alors, de quoi on parle quand on parle d'équité, diversité, inclusion? L'équité, c'est un traitement équitable, accès, opportunités et avancement pour tous et toutes. L'identité d'une personne ne peut pas prédire son résultat, en fait, ou son accès aux ressources. Donc, ce qu'on veut, c'est assurer un traitement le plus juste possible pour toutes les personnes, et on veut porter une attention particulière aux groupes qui ont été historiquement défavorisés. Puis on va revenir sur cette idée-là tantôt.
Ce qui fait que pour assurer des conditions équitables d'accès à des ressources, à un emploi, etc., parfois, on peut donner plus, en fait, à certains groupes parce qu'on compense des inégalités. Deuxième concept qui est important, hein, c'est le concept de diversité. Alors là, on parle de la diversité parce que c'est le concept, mais ça regroupe toutes les façons dont les gens diffèrent. Donc là, on fait référence aux identités, aux modes d'expression et aux expériences différentes des personnes. Donc, ça peut être l'âge, ça peut être l'appartenance culturelle, ça peut être le genre, l'identité, l'orientation sexuelle. Bon, voilà. Donc, c'est toutes les façons dont on diffère, et il y en a beaucoup. Et l'inclusion, finalement, c'est le fait de donner une voix, un pouvoir décisionnel et un pouvoir d'agir à tout le monde, quelle que soit notre identité. Donc, c'est le fait d'abaisser des obstacles, en fait, hein, de retirer les obstacles pour que tout le monde puisse avoir une voix, une possibilité de contribuer dans la société. Voilà. Alors, comment on le représente? Les trois quarts du temps, voilà l'image qu'on voit pour expliquer ces concepts-là d'égalité, équité et inclusion. Ça, c'est une image qui a été créée par un universitaire, un chercheur qui s'appelle Greg Fall. Et qu'est-ce que ça montre? Donc là, on a trois personnes, de tailles différentes, qui veulent assister à un match de soccer. Et donc, on voit qu'elles ont un obstacle, hein, une barrière devant elles. Et donc, c'est difficile de voir. C'est surtout difficile pour les personnes qui sont de taille plus petite. Donc, si on se dit, bah, il faut qu'elles puissent voir le match de soccer et qu'on donne des conditions égales, hein, on va faire une compensation égale, on met une petite caisse pour chaque personne, donc on a les conditions d'accès au match sont les mêmes pour tout le monde, elles sont égales, mais on n'arrive pas à une égalité dans le fait de voir le match de soccer. L'équité, en revanche, c'est de dire, ben, il y a des personnes qui sont de tailles différentes, et donc il faut compenser ça. Donc on va mettre 2 caisses pour la personne la plus petite, on va mettre une caisse pour la personne de taille moyenne, puis on s'aperçoit que la personne la plus grande, elle n'avait pas besoin de caisse. Donc on ne la suravantage pas. Et l'inclusion, bah, on se dit non, on enlève les obstacles. Donc on travaille à enlever les obstacles pour qu'il n'y ait pas besoin finalement d'équité, hein, il n'y ait pas besoin de mesures équitables et que tout le monde ait accès au match. Donc ça, c'est la façon dont on explique ces concepts-là. Mais ça, c'est une image qu'on peut critiquer. Attends, tu peux juste revenir en fait, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que les personnes, elles ont des tailles différentes. Donc, la personne de taille plus petite, finalement, on va lui mettre 2 caisses, bon, mais c'est parce qu'elle est plus petite. C'est une condition inhérente à elle-même, en fait. C'est sa condition à elle. Elle est plus petite, alors on est gentil, on lui met 2 caisses, on lui donne des conditions équitables pour participer au match. En réalité, c'est pas qu'elle est plus petite, c'est voilà, tu peux passer. Donc ça, c'est une image qui a été faite par une organisation maoré qui, dans le cadre d'un atelier, ils ont essayé de représenter finalement autrement ces concepts-là. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans et qu'est-ce qui diffère? C'est qu'on voit que les personnes sont de la même taille, c'est juste qu'elles n'ont pas le sol, elles sont pas placées, le sol n'est pas au même niveau en fait pour ces personnes. Pourquoi elle est intéressante cette image? Qu'est-ce qu'elle représente avec un sol qui n'est pas au même niveau pour tout le monde? C'est qu'en fait, le sol qui est plus bas, la personne qui est sur le sol plus bas, ça représente non pas qu'elle est plus petite, c'est sa taille, c'est comme ça, elle est comme ça, c'est qu'en réalité, ça représente les processus de discrimination, d'inégalité historique, les processus qui sont longs. Et c'est pour ça que pour comprendre ces concepts-là, il faut comprendre, en fait, il faut vraiment avoir présent à l'esprit que l'équité, elle vient corriger des discriminations historiques, sociales. C'est pas quelque chose, c'est pas une fleur qu'on fait à quelqu'un qui serait ou quelqu'une qui serait d'une taille plus petite. C'est qu'on vient corriger des injustices historiques. Alors il y a des groupes qui sont historiquement défavorisés. Bon, les femmes, les personnes racisées, les personnes des communautés LGBTQ+, par exemple, des personnes en situation de handicap, ce sont des groupes qui ont été historiquement défavorisés. Et ce qui est important, en fait, avec l'équité, ce qu'on veut faire, c'est venir compenser ces inégalités historiques et systémiques, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par ça,
Et à terme, ce qu'on veut, c'est rétablir un sol plat pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on veut travailler sur des injustices qui sont sociales, en fait. On veut diminuer, on veut abattre les obstacles, en fait, et en même temps réparer des injustices. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience de ça, parce que c'est ça, encore une fois, c'est pas une fleur qu'on fait, c'est qu'il y a des injustices qui s'inscrivent dans des réalités sociales de longue date, en fait. Donc, comment elles s'inscrivent, ces injustices, comment elles se montent? En fait, j'ai été chercher des références de Radio-Canada, du rapport sur le profilage racial fait par le SPVM. Donc, éventuellement, je pourrais donner les références, mais on s'aperçoit, pourquoi on parle d'inégalité systémique? C'est parce qu'on s'aperçoit que si on a un nom à consonance africaine, arabe ou latina, on a 60% moins de chances d'être appelé à une entrevue d'embauche. 60%, c'est quand même beaucoup. Les personnes en situation de handicap, il y a 19,5% des personnes en situation de handicap qui vivent sous le seuil de la pauvreté, contre 12,8% des personnes qui ne sont pas dans une situation de handicap. Là aussi, on voit une différence. Les jeunes issus des communautés LGBTQ+, ont 2 à 5 fois plus de risques de se suicider que les jeunes hétérosexuels. Donc on voit que ce sont des chiffres qui représentent une réalité sociale, ce n'est pas des cas individuels. Au Canada, le revenu moyen annuel des femmes est de 43 010 $, contrairement au revenu moyen des hommes qui est de 60 680 $. On peut voir aussi l'interpellation policière, ça c'est directement dans le rapport du SPVM. Les personnes autochtones et noires ont entre 4 et 5 fois plus de risques d'être interpellées que les personnes blanches. 14,2% des autochtones du Québec vivent dans un logement trop petit contre 6,8% des personnes non autochtones. Donc on voit vraiment que ça s'inscrit dans une réalité. J'avais aussi trouvé un exemple quand je cherchais mes chiffres, c'était une annonce, ça a été dénoncé par la Commission des droits de la personne, une annonce de l'hôpital de Saint-Eustache, donc une institution publique, dans son offre d'emploi, elle disait qu'elle cherchait des femmes blanches. Institution publique. Donc on voit que c'est de ça dont on parle quand on parle de systémique, du système. En fait, ce mot, quand on parle de racisme systémique, ça fait débat, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, un problème, il est systémique quand il dépasse l'individu, quand il dépasse une situation isolée. Et là, on le voit bien, ça dépasse la situation isolée. Ça correspond à beaucoup de monde. Donc, en fait, le systémique veut dire que ce sont des problèmes qui sont récurrents, qui sont répandus. Et souvent, ces problèmes-là sont renforcés par des pratiques, on va le voir aussi tantôt, institutionnelles ou organisationnelles qui vont aggraver les choses. Mais là, on ne parle pas de gentils, de méchants ou d'individus. On parle de problèmes qui se renforcent les uns les autres parce qu'on a des biais, puis Catherine va vous en parler tantôt, et qu'on vit dans un système dans lequel le groupe majoritaire pense que nos privilèges sont des normes, en fait. Ce sont des normes sociales et qui ont été construites sur la durée. Donc, ça fait plusieurs siècles que c'est comme ça. Donc, on croit que c'est normal ou naturel. En réalité, ça ne l'est pas. Le mot systémique, en fait, la Cour suprême du Canada, depuis le milieu des années 80, reconnaît le concept de discrimination systémique. Donc, ce n'est pas nouveau, pas du tout. Alors, pour bien comprendre ce que ça veut dire, là, des inégalités systémiques, des processus historiques longs, on pourrait avoir 3 niveaux pour le penser. Le niveau micro, c'est le plus facile, c'est celui auquel on est souvent confronté, en fait. C'est des actes de discrimination entre des individus. On est témoin ou victime d'un propos sexiste, raciste, homophobe, validiste. Une personne, un propriétaire ou une propriétaire qui refuse de louer son appartement, on pourrait un couple avec enfants, par exemple, là aussi une dimension systémique, c'est micro, ou qui refuse de louer son appartement à une personne racisée. Donc ça, c'est les formes de discrimination qui sont individuelles. Mais ces formes de discrimination individuelle, elles rentrent dans un système. Donc on a un deuxième niveau qui est l'institution ou l'organisationnel. Et là, l'institution ou l'organisation va mettre en place des pratiques qui vont renforcer nos comportements discriminants
au niveau micro, et qui vont édicter des règles qui paraissent neutres, mais qui en réalité renforcent les inégalités. Bon, par exemple, quand on a un bâtiment qui n'a que des escaliers. Bon. Et là, à ce moment-là, de fait, ça a une apparence neutre parce qu'on ne fait rien contre les personnes en situation de handicap. Mais en attendant, ça exclut toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir venir travailler dans ce bâtiment. Donc, c'est ça qu'on appelle une pratique de discrimination organisationnelle ou institutionnelle, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. L'école aussi, quand on met un examen sur un jour de fête religieuse d'un groupe minoritaire, bon, par exemple, le jour de l'Aïd ou de Diwali, eh ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas contre ces personnes-là, c'est juste qu'on a un biais, on l'a pas vu, parce que nous, on fait partie de la norme. Mais qu'est-ce qui se passe? On désavantage de fait les élèves qui appartiennent à ces groupes-là, parce que soit ils vont venir, mais ils vont être en décalage, ils vont pas être bien, soit ils vont pas venir et ils vont manquer l'examen. Donc, au niveau de nos organisations, il faut avoir cette réflexion-là, hein, de qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on fait les choses, on décide d'essayer d'enlever ces biais-là. Mais c'est tout un travail, c'est compliqué. Alors après, on a un troisième niveau qui serait le niveau macro, c'est-à-dire que toutes ces discriminations, finalement, elles ont un impact sur des communautés entières. Prenons les femmes, par exemple. Les femmes qui gagnent moins, qui vivent davantage dans la pauvreté. Bon, quand des femmes, de manière générale, sont plus à risque de pauvreté, c'est leur famille qui est impactée, c'est leurs enfants. Donc finalement, ces familles et ces enfants se retrouvent aussi, en fait, sont pénalisés par ces discriminations-là. Et donc on voit que c'est toute la communauté autour des femmes, finalement, qui est pénalisée. Pareil pour, si on regarde les personnes racisées, qui sont rarement à des postes de direction, qui sont davantage représentées, qui sont davantage dans les prisons, à cause de tout un tas de discrimination justement systémique, de profilage racial. Bon, ça a un impact sur toute la communauté de ces personnes-là, sur leurs enfants, sur les familles, ça a un impact sur leur sentiment de dignité humaine. Et donc, en fait, ça n'a pas un impact juste sur l'individu, mais sur la communauté, et donc ça fait des injustices qui se perpétuent. C'est comme un cercle vicieux, finalement. C'est pour ça c'est important de prendre conscience de ces trois niveaux-là. Alors, si on parle d'inégalité systémique, hein, s'il y a des gens qui sont plus bas, vous avez vu, il y a des gens qui sont plus hauts. Ces personnes-là, on dit qu'elles ont des privilèges. Bon, alors, je sais que ça, c'est le mot qui fait un peu mal, mais le privilège, c'est une réalité sociale. Ce n'est pas un fait individuel culpabilisant, c'est une réalité sociale, on l'a vu, c'est un processus, c'est le résultat d'un processus historique, c'est le résultat de normes établies depuis longtemps. Donc, des privilèges, quand on en a, la question, c'est pas de se dire « Oh, j'ai des privilèges » ou non, c'est de dire « Qu'est-ce que je fais de mon privilège ?» Alors là, je vais vous donner un exemple de cette roue. Donc, en fait, vous voyez, c'est des caractéristiques, hein. En fonction de ces caractéristiques-là et où on se situe, on a des privilèges, plus ou moins. Moi, par exemple, je suis immigrante. Bon, ça fait 10 ans que je vis au Canada, j'ai une bonne job, ma famille est installée, pour me dire « Ah, c'est grâce à moi ». Si je me dis « Ah, mon immigration à moi », si j'essaye de l'analyser dans cette roue de privilèges-là, je vais voir que oui, peut-être qu'il y a une partie qui m'appartient à moi, à mes qualités, mais il y a une partie qui appartient aussi à ma réalité sociale. Donc, prenons, moi, je suis une femme blanche. Donc, si on regarde la couleur de la peau blanche, je suis vraiment proche du centre. Donc, comme immigrante, c'est beaucoup plus facile pour moi, hein. Je ne fais pas partie des 60 personnes, des personnes dont le nom est une consonance arabe, latina, ou africaine. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Donc, moi, j'ai 60 plus de chances que ces personnes-là d'avoir accès à un emploi. Donc déjà, mon immigration à moi, je vois peau blanche. Ensuite, je suis éduquée. On le voit, l'éducation formelle, hein, enseignement postsecondaire, ça me donne des avantages. Je suis éduquée pourquoi? Parce que je viens d'un pays riche, parce que j'ai une famille qui m'a fourni de l'éducation, parce qu'elle-même était déjà éduquée. Donc, j'ai tout un bagage social qui me permet, quand j'arrive comme immigrante, d'avoir plus de facilité. Je ne viens pas d'un pays en guerre, j'ai choisi d'immigrer.
c'est pour mon confort personnel. Si je regarde la roue de la santé mentale, je suis stable par rapport à des gens qui viennent de pays en guerre, qui ont traversé des choses terribles et qui sont dans des situations de traumatisme. Ben, moi, ma santé mentale, elle va bien. Donc, finalement, tout ça, c'est pas mes qualités personnelles, c'est mon bagage social. C'est de là d'où je viens. Et ça, c'est important de le prendre en compte, en fait, parce que d'abord, ça permet de comprendre, hein, puis c'est aussi que il faut pas, il y a pas de culpabilité. Moi, quand je dis ça, je culpabilise pas, mais je reconnais mes privilèges et la question que je me pose, ben, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant? Hein? Est-ce que si j'ai envie de vivre dans une société plus juste, qu'est-ce que je fais de mes privilèges? Voilà. Alors, en résumé, pourquoi on parle de DI? On a des systèmes d'oppression, on l'a vu, qui sont des processus longs de discrimination tout au long de l'histoire, des biais cognitifs dont Catherine va vous parler, et donc ça s'entretient, les biais cognitifs entretiennent les systèmes d'oppression qui entretiennent les biais. Ça donne des discriminations systémiques, des privilèges systémiques, en fait, j'aurais pu marquer. Et ça, c'est qu'on a finalement des conditions d'accès qui ne sont pas égalitaires pour les ressources, la participation et les décisions. Voilà. Donc, maintenant, on va aborder avec vous les biais cognitifs, comment ça fonctionne. Donc, selon le site Raccourci, qui est un guide, là, une encyclopédie en ligne sur les biais cognitifs, les biais cognitifs, en fait, font référence aux erreurs mentales qui se retrouvent dans j'écris justement, mais dans notre jugement et dans nos impressions. Donc, c'est des préjugés qui sont positifs ou négatifs. C'est des conclusions hâtives que notre cerveau va faire. Ces biais-là sont fondés en fait sur des caractéristiques personnelles et ils sont façonnés par notre environnement social. Donc, en quelque sorte, on parle ici, c'est des raccourcis cognitifs qui font en sorte qu'on utilise pour traiter l'information. C'est des liens qui se créent dans notre cerveau, qui sont inconscients, qui sont hors de notre contrôle. Puis ça nous amène à porter des jugements rapides ou à diminuer ça diminue également notre capacité là, d'objectivité et d'impartialité. Donc, on se présente ici en résumé comment les biais cognitifs vont venir impacter nos actions. Bien, premièrement, on va recevoir de l'information qui, elle, va être traitée par notre cerveau. Donc, traitement rapide du cerveau, ça va passer au travers de nos filtres, au travers de nos biais inconscients. On va avoir ensuite de ça, on va prendre action. Donc, il va y avoir soit des décisions qui vont être prises, des gestes qui vont être faits ou des paroles qui vont être dites. Et il y a un risque de discrimination. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, les biais sont communs à tous. Donc, on en a tous des biais inconscients qui font partie de notre quotidien et qui sont présents à tous les niveaux dans l'organisation. Donc, autant que ce soit au niveau du processus d'embauche, de l'attribution des tâches, de l'attribution des salaires, des promotions, dans la prise de décision et dans le travail d'équipe également. Donc, plus précisément, les impacts de ces biais inconscients-là, avec les biais, c'est sûr qu'on peut résulter à une mauvaise prise de décision. Il peut y avoir une diminution de la collaboration et de la communication au sein de l'équipe il va y avoir une incompréhension de l'autre, un manque d'ouverture également. Il va y avoir bien évidemment un manque de diversité au sein des équipes, ce qui peut contribuer après ça à ce qu'il y ait une pensée homogène où tout le monde revient du même groupe, on pense tout pareil. Il peut y avoir également un faible niveau de mobilisation et de satisfaction du personnel, mais autant pour ceux qui en souffrent, ça peut mener à une diminution de la productivité, à une rotation des départs et même des problèmes de santé mentale. On a mis quelques exemples ici de biais qui peuvent avoir une application vraiment directe dans votre organisation. Par exemple, premièrement, pour l'effet halo. L'effet halo, c'est d'utiliser sa première impression pour tirer des conclusions sur le portrait global. Donc, par exemple, dans un processus d'embauche, on va évaluer le professionnalisme d'une personne en se basant sur des éléments qui ne sont pas pertinents, par exemple sur son physique. Sinon, au niveau du biais de similarité, c'est de cultiver une bienveillance à l'égard des personnes qui nous ressemblent. Donc, on va avoir tendance à préférer des individus qui nous ressemblent, qui ont le même pays d'origine, le même statut social, qui ont la même profession, la même situation économique également. Au niveau du biais d'ancrage, c'est une tendance à trop s'appuyer sur la première information pour prendre une décision. Ça, par exemple, dans un processus de négociation salariale, la première personne qui va donner un chiffre
vient mettre un encre ici qui peut finir par influencer le jugement de l'autre personne également. Trois autres exemples de biais qu'on peut avoir au niveau des organisations. On a le biais de confirmation, qui est la tendance souvent inconsciente à être trop favorable envers les informations qui confirment notre hypothèse. Donc ici, c'est qu'on veut faciliter notre traitement de l'information, mais ce biais-là peut avoir une grande importance dans le cadre de travail d'équipe. Par exemple, des gens qui ont une voix qui vont à l'encontre de notre façon de penser peuvent finalement être moins entendus, finir par se taire. Ça peut créer une pensée de groupe, une pensée qui est trop homogène. Une chose qu'on peut faire pour avoir recours, en fait, pour venir contrer ces biais-là, ça serait d'avoir le recours à une stratégie, par exemple, de quelqu'un qui joue l'avocat du diable, qui va vraiment essayer de trouver toutes les autres options pour nous faire remettre en question. Sinon, on a le biais pro-endogroupe, qui est une tendance à attribuer des caractéristiques plus positives à son groupe d'appartenance qu'à un groupe externe. Si on présente un fort biais endogroupe, on peut par exemple avoir tendance à justifier des préjugés et la discrimination envers certains groupes. Ça peut même se créer par exemple dans le cadre d'une équipe de travail, d'être convaincu de notre supériorité par rapport à la performance d'une autre équipe, de diminuer la part de l'autre équipe également dans le travail. Et finalement, l'erreur d'attribution fondamentale, c'est une tendance à expliquer les actes d'une personne par ses caractéristiques personnelles en sous-estimant l'influence d'une situation. Concrètement, au milieu de travail, ce biais-là peut affecter notre compréhension d'autrui. Ça va affecter nos relations avec les autres parce que nos croyances puis nos comportements vont être affectés par une compréhension erronée de l'autre parce qu'on va vraiment lui donner des caractéristiques personnelles au lieu de regarder l'environnement en général. Toutes les définitions viennent du site d'Encyclopédie en ligne raccourci. On vous invite à aller regarder au niveau du site. On va vous le mettre plus loin dans les liens également. Mais il y a vraiment, tous les biais sont énumérés. Il y en a beaucoup. Il y a plein d'informations aussi pour vous aider à mieux les comprendre et à les contrer. Mais concrètement, comment on peut contrer les biais? Bien, premièrement, ça va être de prendre conscience et de se responsabiliser. Donc, de reconnaître qu'on en a tous des biais, que notre jugement peut être facilement influencé. Ça va être également d'accepter la rétroaction et d'entendre le point de vue des autres. Donc, entendre l'opinion des autres, se remettre en question, parler avec d'autres personnes pour diminuer nos angles morts et favoriser l'intelligence collective. On a également se sensibiliser, s'éduquer, s'exposer à différentes réalités, donc lire sur le sujet, se renseigner, faire preuve d'ouverture. Et justement, le dernier point, avoir un esprit ouvert et accepter les différences, donc donner la chance à l'autre, s'ouvrir à la diversité et aux différents points de vue. Judith, ton micro est fermé. Oui. Finalement, comment on commence à avoir des pratiques équitables qui favorisent l'inclusion et le respect de toute la diversité dans nos organisations? C'est sûr que c'est compliqué. Alors, transformer son organisation, c'est se transformer soi-même et finalement, c'est transformer la société. C'est important de comprendre, de garder ça en tête, hein, parce que nos actes, souvent, ils nous dépassent, ils ont des impacts qui nous dépassent, parce que chacun, chacune, on a des petits gestes ou des grands gestes, puis c'est ça qui fait la société, hein, on est des êtres sociaux, finalement. Alors, quand au niveau de l'organisation, qu'est-ce que ça veut dire transformer son organisation? C'est commencer par se poser des questions. Bon, qui est dans mon organisation? C'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que des gens qui me ressemblent? Oui. Ah, bon, peut-être un petit problème de recrutement. Puis Catherine, elle va parler de tout ça tantôt. Mais peut-être qu'il faut se poser des questions sur qui, quoi, comment je recrute. Non, il n'y a pas que des gens qui me ressemblent. Bon, alors si on a une certaine diversité dans notre organisation, comment elle est accueillie, cette diversité? Quel est mon niveau de connaissance de cette diversité? Comment ces personnes se sentent? Puis comment mon organisation va s'emparer de ces questions-là? Quelles ressources elle va pouvoir dédier à ça? Donc finalement, toutes ces questions, comment elles se reflètent dans nos pratiques organisationnelles? Alors, de comprendre ce que c'est que l'inclusion, hein, d'avoir une organisation qui soit inclusive, moi j'aime bien cette image parce qu'elle est très parlante. C'est une image qui a été faite par une organisation française, je pense, de lutte, enfin qui travaille avec les personnes autistes dans le logement, hein, donc.
Et c'est vraiment intéressant parce que on s'aperçoit, donc bon, l'exclusion, c'est facile, les croix oranges, elles sont en dehors, on les veut pas. L'intégration, on a des ronds bleus, puis on a des croix oranges, puis on a la forme de notre maison, en fait, hein, notre rond qui accueille ces ronds bleus, les bleus et les oranges, elle n'a pas changé. Et donc là, ça fait peser la responsabilité de l'intégration sur les croix oranges. Finalement, les croix oranges, si elles veulent se sentir intégrées, il faut qu'elles se moulent, qu'elles se façonnent pour ressembler aux ronds bleus. Puis peut-être que pour que ça fonctionne bien pour elles, il faut qu'elles deviennent des ronds bleu-orange un peu. On ne sait pas. Alors que l'inclusion, puis vous vous rappelez dans les images qu'on avait tantôt, hein, l'inclusion, on abaisse les obstacles, on abaisse les barrières, donc on change quelque chose, on change la structure, on ne met pas juste une petite caisse. L'inclusion, ça suppose de modifier la structure. Et donc, ça fait peser la responsabilité à la fois sur le groupe majoritaire, qui serait les ronds bleus ici, et aussi évidemment sur les croix oranges, mais on veut modifier la structure pour qu'elle soit en capacité d'accueillir les croix oranges. Parce que si on ne change rien, on dit bah, bienvenue chez nous, puis débrouille-toi pour fitter avec notre modèle, parce qu'en fait, c'est ça l'intégration, ça ne marche pas. Inclure, ça veut dire modifier la structure pour abaisser les obstacles. On se rappelle ces obstacles qui sont le fruit de discrimination, de longs processus d'inégalité. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça. Puis, l'inclusion, ça veut dire qu'il faut accepter, modifier la structure, c'est accepter de modifier les rapports de pouvoir dans une structure. C'est accepter de donner du pouvoir. Alors, du pouvoir, c'est une voix, hein, c'est du pouvoir d'agir à des personnes qui n'en avaient pas. C'est accepter de se mettre en retrait un petit peu. C'est accepter de mettre ses privilèges à la destruction de la structure du rond parfait initial, hein, du rond parfait que nous, on pense parfait, et d'avoir quelque chose qui est moins rond complètement là. Donc, et c'est aussi, l'inclusion, c'est aussi accepter d'entendre la critique, en fait, c'est de donner des espaces aussi, un peu comme ce que disait Catherine, pour contrer les biais. Il faut qu'il y ait des espaces pour que des voix dissonantes puissent porter et modifier notre structure. Donc, ensuite, on l'a dit tantôt, l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, c'est un va-et-vient permanent entre la structure et nous-mêmes, puisque nous, on a un impact sur la structure. Donc, quand on veut mettre en place des organisations qui soient inclusives, en fait, ça demande aux personnes du groupe majoritaire, donc des personnes qui ont des privilèges, d'abord ça demande de les reconnaître, ça demande de devenir un ou une alliée. Qu'est-ce que ça veut dire, cette posture d'allié? On l'entend beaucoup, en fait. Hein. Donc, il y a plusieurs choses pour devenir. D'abord, on s'est rendu compte qu'en fait, dans une organisation, prenons le monde du travail, dans une organisation, un organisme, d'avoir des personnes qui travaillent leur posture d'allié et qui essayent d'être consciemment alliés, ça a un impact. Ça a un impact pour créer des environnements de travail plus sûrs pour tout le monde, plus inclusifs. Ça a été documenté, donc c'est réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être allié? D'abord, ça commence, un peu comme disait Catherine tantôt, ça demande de s'informer. Ça veut dire que c'est la responsabilité des personnes qui appartiennent au groupe majoritaire d'aller s'informer, de s'éduquer. Ce n'est pas aux personnes des groupes dits minoritaires ou minorisés c'est pas à ces personnes-là de venir nous éduquer parce que ça, c'est un travail. Et donc, ces personnes-là qui vivent déjà des discriminations dans leur vie quotidienne, si en plus elles doivent venir nous convaincre qu'elles vivent des discriminations et que oui, c'est bien réel et qu'il faudrait modifier nos pratiques, c'est un travail qui est difficile. Quand on est une femme, on s'est souvent heurté à ça, hein, d'aller essayer de convaincre, soit dans notre vie privée, soit de dire ben oui, je vis des discriminations, oui, j'ai moins le droit à la parole que toi. Au bout d'un moment, c'est tannant, c'est difficile. On veut dire ben, va lire, puis on s'en reparlera plus tard. Donc, le travail d'éducation, d'information, il nous appartient. Et il est important parce qu'il permet de mieux connaître le vécu, donc les expériences des personnes appartenant au groupe minorisé et de faire preuve de davantage d'empathie. Donc ça, c'est vraiment important. Mais une fois que moi, je me suis informée, que j'ai une meilleure compréhension, c'est ma responsabilité d'aller informer, d'aller éduquer mon groupe d'appartenance, en fait. Et c'est un peu ce qu'on fait finalement aujourd'hui. On a notre privilège
de ne pas vivre de discrimination, par exemple, liée à notre race. La race, c'est socialement construit, c'est pas une réalité biologique. Bon, ben, ça fait que pour nous, on met notre voix au service de l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, on vient informer, éduquer, donner de l'information sur ces réalités-là pour pas qu'elles portent sur des personnes qui vivent des discriminations tous les jours et à qui on demanderait une charge mentale et émotionnelle supplémentaire. Ensuite, être un ou une alliée, ça veut dire qu'il faut écouter. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on n'écoute pas toujours des choses faciles. Ça nous remet en question, on l'a dit tantôt, on parle de privilèges. C'est vrai, c'est des concepts qui sont difficiles. Ça suppose de la remise en question, c'est toujours difficile dans la vie. Donc, écouter, ben, c'est une des premières choses aussi de la posture d'allié. Et c'est aussi l'idée de se dire, les personnes qui vivent des discriminations, c'est elles savent ce qu'elles vivent, ce sont leurs expériences. Donc, je ne parle pas à leur place. J'écoute, alors, je vais soutenir, je vais agir en soutien, mais je ne parle pas à la place, je ne sais pas. Oh, j'ai plus de batterie, j'arrive, je branche mon ordinateur. Hop, voilà, pardon. Donc, j'agis en soutien. On vit dans un monde, on l'a dit tantôt, on parlait des privilèges, on vit dans un monde qui accorde plus de poids et plus de crédit aux personnes qui font partie du groupe majoritaire. Donc, agir en soutien, ça veut dire se servir de son privilège pour pouvoir être là à côté des personnes qui vivent des discriminations, en fonction de leurs demandes. Donc, je ne parle pas à la place d'eux, je n'explique pas, je ne prends pas le devant de la scène, mais s'il y a besoin, je vais être là pour appuyer. Puis, dernière chose dans le fait d'être allié, c'est de réagir. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, qui demande beaucoup de courage, qui est peut-être le travail d'une vie, en fait, hein, d'apprendre ça, de réagir quand on est témoin d'injustice. Alors, c'est pour ça que la posture d'allié, c'est pas juste introspective, je m'éduque, je prends conscience. Non, c'est aussi je prends la parole publiquement, je dénonce. Alors, dans une organisation, en milieu de travail, ce qui est le plus courant, en fait, ce à quoi on peut assister, en fait, c'est la posture du témoin. Hein. Souvent, on le dit, par exemple, quand on regarde pour l'intimidation, hein, des témoins d'intimidation sans réagir, on sait que ça a un impact à la fois sur la victime de l'intimidation parce qu'elle ne se sent pas soutenue, donc elle se sent 2 fois plus enfoncée. Et ça a aussi un impact sur la personne qui est témoin de l'agression parce que c'est blessant pour elle, et bon, à plusieurs niveaux. Donc, réagir quand on est témoin, c'est difficile, mais c'est vraiment important. Alors, dans une organisation, de quoi on pourrait être témoin? Bon, on peut être témoin de propos racistes ou homophobes, sexistes ou capacitistes directement. Mais ça devient plus rare quand même parce qu'on sait qu'il ne faut pas dire ces choses-là. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a des micro-agressions. Qu'est-ce que c'est une micro-agression? Puis ça, on peut être témoin de ça. Puis c'est plus insidieux, on le voit moins. On n'est pas toujours l'impression qu'on commet des micro-agressions. Donc les micro-agressions, c'est des gestes ou des comportements ou des paroles d'apparence banale, mais qui vont renforcer la marginalisation en fait des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Ça, à la longue, la répétition de microagressions est blessant. Bon, des blagues sexistes à répétition, ça, je ne sais même pas si c'est des microagressions, juste des agressions, mais ça fait partie des microagressions. Puis quand on dit quelque chose, oh, ben t'as pas le sens de l'humour, là, rigole un peu. Bon. Ça, c'est une microagression. De demander constamment à une personne racisée, par exemple, d'où tu viens, ça fait quoi? C'est la répétition de ces questions-là, c'est une microagression. Pourquoi? Parce qu'on la renvoie à son altérité. Quand on lui demande d'où tu viens, alors on va dire « Ah, mais je m'intéresse ». Certes, c'est vrai. Mais en même temps, on ne fait que la renvoyer à son altérité. Tu ne fais pas partie de notre groupe. Et donc ça, quand c'est constant, une fois dans une conversation, oui, je m'intéresse à toi, je suis curieuse, mais quand c'est constant, quand on ne voit que dans la personne racisée qu'une personne qui ne peut pas être finalement québécoise, alors que on sait que c'est faux, ben à ce moment-là, c'est une microagression. Oh, tu as un beau prénom, d'où il vient? C'est quoi l'origine? C'est pareil.
ou quand on va prendre pour acquis, par exemple, au milieu de travail, tout le temps, on va dire, bon, si on parle à une femme, on va lui dire, ton chum ou ton compagnon ou ton conjoint, hein, de prendre pour acquis que la personne vit dans une relation hétérosexuelle, ou même qu'elle vit dans une relation de couple, bon, etc. Donc, tout ça, mis bout à bout et répété de manière constante, ça fait des micro-agressions. Bon, autre pratique qu'on peut dénoncer aussi, c'est ce qu'on appelle le tokenisme. C'est-à-dire que l'organisation va, va mettre de l'avant des personnes issues de groupes minoritaires, par exemple, je sais pas moi, une personne en situation de handicap dans un fauteuil sur une photo pour faire la promotion de son entreprise et de la diversité. Bon, sauf que en réalité, dans la vie, dans les pratiques de l'entreprise ou de l'organisation, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a rien qui est fait pour que cette personne soit incluse et qu'elle puisse faire porter sa voix et développer son plein potentiel. Donc ça s'appelle du tokenisme. En fait, on se sert, on se construit une bonne image avec des personnes appartenant à des groupes minoritaires, mais dans la réalité, il n'y a rien pour accueillir ces personnes. Donc ça, ce sont des pratiques qui sont assez courantes en milieu de travail, qu'on peut dénoncer en fait. Mais il faut être alerte, il faut avoir conscience en fait de ça pour pouvoir dénoncer. Donc finalement, être un ou une alliée, ça demande du courage, ça demande une certaine conscience de soi, une certaine compréhension des rapports sociaux dans une société, mais ça a un impact réel et ça permet aux personnes appartenant à des groupes minoritaires de se sentir dans un environnement plus sain, plus sûr, et ça leur donne aussi des personnes à qui aller parler quand elles ont besoin de soutien. Donc c'est une posture qui est importante. Puis vous voyez, c'est toujours l'organisation soit nous, l'organisation comme individu. Donc c'est vraiment ce va-et-vient-là est vraiment important. On est un rouage essentiel du changement en fait. Voilà. On va vous présenter ici les 12 dimensions de l'EDI selon l'Institut Mayer. Pour votre information, l'Institut, en fait, le Mayer Memorial Trust, c'est une des plus grandes fondations aux États-Unis qui travaille activement à promouvoir et accélérer la justice raciale, sociale et économique. Ils ont développé un guide, en fait, de 12 dimensions sur lesquelles l'organisation peut se pencher pour se questionner sur leurs pratiques et même les faire évoluer. Ce qu'il faut savoir quand même, comme je dis de le mentionner, c'est que l'EDI, c'est complexe. Pour chaque organisation, il va avoir un parcours qui est différent, qui va lui être propre aussi selon son histoire et ses pratiques. Mais ces 12 dimensions-là peuvent quand même servir à faire un mini autodiagnostic de nos pratiques internes. Les dimensions, ils doivent être abordées sur un continuum pour pouvoir revoir nos pratiques. Je vais vous les présenter les 12, puis ensuite de ça, on va regarder avec un exemple concret pour expliquer un petit peu plus c'est quoi le continuum. Donc, les 12 dimensions, on a premièrement d'avoir une vision partagée de l'EDI, de sa mise en œuvre. Deuxièmement, un engagement fort incarné par des pratiques autant à l'interne qu'à l'externe. Des leaders, des gestionnaires, même des membres du conseil d'administration qui sont convaincus. Des politiques organisationnelles qui sont proactives, inclusives et équitables. Une infrastructure qui permet la mise en place d'une culture inclusive, de la formation, bien évidemment une présence des personnes issues de la diversité à différents types de postes dans l'organisation aussi, des données qui permettent un état des lieux de la situation, avoir une culture forte et partagée autour de l'EDI, une gouvernance qui intègre l'EDI, une forte imputabilité sur la mise en œuvre des pratiques et finalement un sentiment d'inclusion et de sécurité qui est fort. Donc, pour évaluer nos pratiques sur le continuum, dans le fond, ils ont fait 5 points d'ancrage pour vraiment la mise en œuvre et analyser nos pratiques en EDI. Premier point d'ancrage, pas encore commencé. Donc, à ce point-là, on apprend encore sur la composante, on est toujours en période de réflexion, il peut y avoir quelques discussions, mais on n'a pas vraiment encore eu le temps de s'y pencher puis d'approfondir le sujet. Quand on est prête à démarrer, on reconnaît l'importance de la composante, donc dans les 12 composantes que j'ai notées, et quand on est prêt à faire la discussion, on est déjà dedans puis on veut cerner comment avancer. Quand on est rendu au point d'ancrage de démarrer, c'est que là, vraiment, on met une stratégie en place.
Ensuite de ça, en voie de réalisation, on a créé des outils, on a créé des ressources ou même des processus qui ont été mis en place pour bien identifier pour la composante identifiée, pardon. Et le dernier point d'ancrage réalisé, à ce moment-là, on a les outils qui sont développés, on se les est appropriés et on partage les apprentissages pour veiller au développement continu de cette composante-là. Si on regarde concrètement un exemple précis, par exemple la diversité au sein de notre équipe qui était la composante numéro 7, soit des personnes issues de la diversité. Au premier point, donc au point d'ancrage où on n'a pas encore commencé, on n'a pas de diversité au niveau des membres de l'équipe, ni par exemple au niveau de notre CA. Quand on est prête à démarrer, on commence à avoir une discussion à propos de ça, à propos des valeurs, à propos de l'idée d'inclure plus de diversité au sein de notre équipe. Quand on est rendu au point de démarrer, on tente d'inclure plus de diversité, mais on ne sait pas encore toujours comment se prendre ou comment faire. Quand on est rendu en voie de réalisation, à ce moment-là, on accueille de la diversité au sein de notre équipe. On travaille activement pour trouver des mécanismes de rétention également pour accueillir la diversité. Et le dernier point réalisé, à ce moment-là, on a des pratiques en place, des stratégies pour maintenir la diversité au sein de notre équipe. Et notre équipe et les membres, par exemple, de notre CA sont représentatifs de la communauté. Plus précisément, là, on a ici des exemples et des pratiques, en fait, de solutions qu'on peut mettre en place. Donc, autant que ce soit au niveau du processus de recrutement, de pratiques de rémunération, conditions, environnement de travail, leadership et des guides de civilité ou de communication. Si on commence, par exemple, avec le processus de recrutement, mais on peut en premier lieu déjà élargir nos horizons quant aux sources d'affichage. En plus des réseaux traditionnels, on peut se tourner vers des regroupements de personnes qui sont issues de la diversité. Ensuite de ça, ça serait de retirer les atouts de nos affichages de postes. Il y a plusieurs études qui démontrent que les femmes, entre autres, ne vont pas nécessairement appliquer sur un affichage si elles ne possèdent pas toutes les exigences et même les atouts d'un poste. Donc, les atouts vont vraiment comme être un frein à déposer leur candidature. Ensuite de ça, ça serait de standardiser nos questionnaires d'entrevue de façon vraiment à offrir la même expérience à tous les candidats dans le processus. Au niveau des pratiques de rémunération, introduire plus de transparence dans nos pratiques. Par exemple, afficher nos salaires sur les offres d'emploi, démontrer plus de transparence quant aux échelles salariales dans l'organisation. Tout ça, ça va aider à diminuer les risques de disparité de traitement et les écarts salariaux entre les différents groupes. Au niveau des conditions et de l'environnement de travail, bien, ça va être premièrement d'offrir plus de flexibilité, par exemple, au niveau de l'horaire, qui va nous permettre de répondre mieux aux besoins de tout le monde, de développer une offre flexible quant aux avantages sociaux, un peu la même chose pour s'assurer de venir vraiment répondre aux besoins individuels de chacun, d'assurer un environnement qui est accessible pour les personnes en situation de handicap aussi. Ensuite, de mettre en place un leadership qui est inclusif, bien, on va parler d'aller vraiment soutenir les membres de l'équipe, de partager la prise de décision, d'avoir une réflexion quant à la justice organisationnelle au sein de votre organisation, d'encourager la contribution de toutes, d'accepter les idées divergentes, de vraiment essayer de participer à une intelligence collective en ce sens-là. Et finalement, on peut mettre en place, par exemple, un guide de civilité ou de communication qui serait d'avoir vraiment une ligne directrice, un guide sur les pratiques, les comportements qu'on souhaite favoriser en organisation, avoir une marche à suivre, par exemple, par rapport à l'écriture inclusive, pour mettre pour nos documents à l'interne ou même avec nos communications externes. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Puis avec Catherine, quand on l'a préparé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pose la question de pourquoi le DI finalement? Qu'est-ce que ça rapporte? C'était notre grande question. Doit-on commencer par ça? On s'est dit non, on va le mettre en conclusion. Pourquoi on va le mettre en conclusion? Parce que pour nous, au départ, le DI, ce n'est pas une question de qu'est-ce que ça rapporte en termes d'argent, de performance d'une entreprise, c'est une question de justice. C'est-à-dire que d'avoir des pratiques équitables et inclusives, on l'a vu tantôt, c'est une façon de réparer, d'enlever les obstacles qui entraînent des injustices systémiques. C'est d'avoir ces pratiques-là. L'idée, c'est on y croit parce qu'on pense que chacune doit pouvoir développer son potentiel
doit pouvoir contribuer avec ce qu'il est ou elle est dans la société. Et ça, finalement, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. On a des pratiques d'intelligence collective parce que c'est très à la mode. On pense que de mettre les cerveaux de tout le monde en action, puis les interactions entre ces différents cerveaux, ça va nous donner quelque chose de plus. Et l'EDI, en fait, ça fait des équipes qui sont plus performantes. Ça fait, c'est prouvé, hein, que les organisations qui sont les plus inclusives, qui sont les plus, qui intègrent une plus grande diversité, ce sont les organisations qui sont performantes, beaucoup plus. Mais elles sont performantes pourquoi? Parce qu'elles donnent la possibilité à ce que chacun, chacune puisse contribuer avec ce qu'il est, en fait, avec sa personne, puisse apporter sa touche. Et c'est ce mélange-là. Et donc, sans justice, en fait, il n'y a pas de performance. On dit, il n'y a pas de paix. Sans justice, la paix n'est pas possible. Bon, ben, c'est la même chose dans une entreprise, en fait. Il faut que les gens se sentent bien, que les gens sentent qu'ils ont leur place. C'est une question de justice, c'est une question de dignité humaine. Puis, ça rapporte. Oui, ça rapporte. Mais je crois que c'est pas ça l'important. Mais on voulait quand même le dire parce que on s'adresse au monde du travail. Donc, oui, l'EDI, des pratiques d'EDI, c'est certainement contraignant. C'est certainement un exercice même individuel qui est difficile. Mais ça porte fruit. Ça porte fruit sur le bonheur et le bien-être des personnes. Ça porte fruit sur la justice. On contribue à faire un monde plus juste. Et certainement que ça porte fruit sur les résultats des organisations. C'est sûr. Voilà. Donc, finalement, notre conclusion, on met en place des pratiques d'EDI, plus de justice. Et oui, c'est certain qu'on va y gagner. Alors, on voulait vous présenter et puis on pourra vous les envoyer. Nos ressources et en fait, quelles ont été nos sources finalement pour monter ce webinaire. D'abord, est-ce que tu veux le faire, Catherine? Tu veux expliquer? Vas-y, je te laisse aller. Ok. Alors, on a un livre qui s'appelle Biais inconscient et comportement inclusif dans nos organisations. Il est disponible en PDF gratuitement. Et c'est vraiment, vraiment, c'est assez bien écrit, c'est facile. Et ça pose bien les questions, à la fois sur le plan social, sur le plan des organisations et sur le plan individuel. C'est vraiment intéressant. Ensuite, vous avez l'organisme Mikana, qui est un organisme qui est fait par Wydia Larivière. Enfin, c'est elle qui est à l'origine. Donc, Wydia Larivière, c'est une jeune femme autochtone. Et cet organisme-là, il a pour but d'accompagner, en fait, d'aider le pont culturel entre les personnes, les communautés autochtones, en fait, et la culture autochtone et la culture québécoise. Donc, il y a beaucoup de ressources qui aident à comprendre la réalité ou les réalités autochtones, mais aussi, eux, font de l'accompagnement, en fait, culturel. Ensuite, donc, guide des pratiques des biais cognitifs, c'est avec ça qu'on a utilisé, c'est ça qu'on a utilisé pour toute notre partie sur les biais. La Ligue des droits et libertés, elle aussi, ça donne du bon contenu pour comprendre. En fait, c'est simple, c'est vulgarisé. Et puis le Mayo Memorial Trust, ce que Catherine a présenté sur les 12 composantes de l'EDI. Et puis, la Commission des droits de la personne et des droits des jeunes a fait tout un outil en fait sur le recrutement sans discriminer qui est vraiment très très bien fait et qui aide justement à dépasser nos biais en fait, à se reposer des questions. Et le site de l'URL, ce sont des consultantes en fait en ODI et elles aussi, elles ont un blog qui est très très fourni avec beaucoup d'outils et c'est vraiment très très aidant. Voilà, donc ça, on pourra évidemment l'envoyer. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est beaucoup d'informations. Je pense que la présentation va pouvoir vous être envoyée. Vous allez avoir tous les liens également. Si par la suite, vous avez des questions qui vous reviennent en tête, on vous invite à nous écrire. Vous allez avoir nos coordonnées, à moi et Judith, là, dans la présentation. Mais ne vous gênez pas à poser des questions s'il y a des choses qui vous viennent en tête. Merci Judith. Merci Justine, en tout cas. Merci.
On a des commentaires qui apparaissent. Sinon, ben, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci pour votre temps, d'avoir été avec nous ce midi et restez à l'affût sur nos réseaux pour avoir nos prochaines annonces de webinaires. Merci beaucoup, bon après-midi.